En 2025, un métal a déclenché une onde de choc. Quand la RDC a suspendu le cobalt vers des entreprises européennes, sauf raffineries en Afrique, le prix a bondi et l'équilibre s'est déplacé en quelques jours. Qui peut encore dire non ? Demande Ibrahim Traoré. Dans le Sahel, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, devient un repère. Et sa formule ? La liberté commence à la porte de la mine. Relie contrats, monnaie et chaîne d'approvisionnement. Automobile, énergie, technologie, tous s'en sentent le coup monter, pendant que l'Afrique cesse de demander la permission. Cette analyse promet une chose précise. Comprendre ce qui change réellement quand l'Afrique cesse d'exporter sans condition et commence à imposer ses règles. Il ne s'agit pas d'un slogan politique, mais d'un déplacement mesurable des rapports de force économiques, monétaires et industriels. Derrière les annonces spectaculaires, l'enjeu est simple. Qui contrôle la valeur, pas seulement la matière? À court terme, les gouvernements européens font face à une hausse des coûts, à des chaînes d'approvisionnement fragilisées et à une perte de prévisibilité. À moyen terme, les entreprises doivent repenser leurs investissements, leurs partenariats et même leur calendrier de transition énergétique. Pour les États africains, le pari est plus risqué. Transformer localement, créer des emplois, absorber le choc politique et éviter une nouvelle dépendance déguisée. Ce dossier ne cherche ni à célébrer, ni à condamner. Il vise à expliquer les mécanismes, les ruptures et les zones de tension qui apparaissent lorsque des pays producteurs cessent de jouer un rôle passif. Le cœur du sujet n'est pas l'idéologie, mais le contrôle du tempo. Qui décide quand, comment et à quelles conditions les ressources circulent dans l'économie mondiale. En moins d'une semaine, un chiffre a suffi à faire basculer les marchés. Le prix du cobalt a plus que doublé après une annonce politique venue d'Afrique centrale. Ce mouvement éclair n'était pas un accident, mais le signal visible d'un changement plus profond, longtemps sous-estimé par les capitales européennes. La décision de la République démocratique du Congo de conditionner ses exportations à la construction de raffineries locales a révélé une réalité simple. La valeur ne se situe plus uniquement dans l'extraction, mais dans l'étape suivante. Jusqu'ici, le modèle dominant reposait sur une logique asymétrique. Les matières premières quittaient le continent à bas prix, tandis que la valeur ajoutée, industrielle et technologique, se construisait ailleurs. Ce schéma, toléré pendant des décennies, commence à se fissurer. Dans ce contexte, la parole d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Lorsqu'il affirme que la liberté commence à la porte de la mine, il ne formule pas une métaphore abstraite, il pointe à un mécanisme précis. Tant que le contrôle s'arrête à l'extraction, la souveraineté reste partielle. Le Burkina Faso, comme d'autres pays du Sahel, s'inscrit dans cette relecture du rapport entre ressources, pouvoir et dignité politique. Ce basculement ne naît pas de nulle part. Il s'appuie sur une accumulation de frustrations, promesses de partenariats inégaux, accords opaques, dépendance monétaire persistante et faible transfert de compétences. Pendant longtemps, ces tensions sont restées contenues. Elles s'exprimaient dans des discours, rarement dans des actes capables de perturber l'économie mondiale. L'année 2025 marque une rupture, car les décisions deviennent coordonnées et assumées. Le cobalt congolais, l'or ghanéen, le pétrole nigérian ou les débats autour du CFA ne sont pas des épisodes isolés, mais les pièces d'un même puzzle. Ensemble, elles dessinent un nouveau rapport de force où l'Afrique teste sa capacité à dire non, puis à proposer autre chose. La question centrale n'est donc plus de savoir si ce mouvement existe, mais jusqu'où il peut aller sans se fragmenter. C'est à ce point précis que la trajectoire d'Ibrahim Traoré rejoint celle d'un continent en quête de cohérence stratégique. Dans cette phase de transition, certains dirigeants servent de repères narratifs plus que de modèles uniques. Ils cristallisent des attentes, des colères et des espoirs qui les dépassent. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce rôle,
non comme l'architecte solitaire d'un bouleversement continental, mais comme l'un des visages les plus lisibles d'une dynamique collective. Son parcours militaire, souvent rappelé, importe moins que la manière dont il relie discours et leviers concrets. Lorsqu'il parle de mines, de contrats ou de souveraineté monétaire, ces mots trouvent un écho immédiat dans des décisions administratives, parfois modestes, mais symboliquement fortes. Ce lien entre la parole et l'action crée un effet d'entraînement. D'autres capitales africaines observent, testent, ajustent. Les premiers impacts ne sont pas spectaculaires, mais ils sont tangibles. Dans certaines zones minières, les discussions autour de la transformation locale modifient déjà les attentes des travailleurs et des collectivités. Les États, de leur côté, commencent à revoir la temporalité des accords. Moins de concessions longues, plus de clauses conditionnelles. Ce changement de méthode ralentit parfois les flux, mais il redonne une marge de négociation. À l'extérieur du continent, les effets se font sentir différemment. Les industriels européens ne parlent pas encore de rupture, mais d'incertitude accrue. Les délais s'allongent, les coûts se renégocient et les projections deviennent plus prudentes. Ce climat n'est pas une crise ouverte, plutôt une tension diffuse qui s'installe. Ce stade est crucial, car il détermine la crédibilité du mouvement. Trop de radicalité provoquerait un isolement rapide. Trop de prudence viderait le message de sa substance. Entre ces deux pôles, une question s'impose, simple et directe. Jusqu'où ce nouvel équilibre peut-il tenir sans se briser? Au départ, le mouvement paraît fragmenté. Une annonce ici, une mesure là. Puis le tempo s'accélère. Avant 2025, la plupart des pays africains négociaient encore dans un cadre hérité, fait de contrats longs, de clauses rigides et d'un rapport de force défavorable. Après 2025, la logique change. Les décisions deviennent conditionnelles, réversibles, assumées politiquement. Le premier déclencheur visible vient de la République démocratique du Congo. En liant l'exportation du cobalt à la construction de raffineries locales, Kinshasa introduit une rupture nette entre l'ancien et le nouveau modèle. Avant, la matière quittait le territoire brut. Après, elle ne sort qu'à condition de créer de la valeur sur place. Cette bascule provoque une réaction immédiate sur les marchés et agit comme un signal pour d'autres capitales africaines. Dans les semaines suivantes, le Ghana annonce des restrictions sur l'exportation d'or non raffiné. Le Nigeria, de son côté, revoit les modalités de paiement de ses contrats pétroliers, ouvrant la porte à des monnaies alternatives. Ces décisions ne sont pas coordonnées par une institution unique, mais elles partagent un même esprit, reprendre la maîtrise des termes de l'échange. Ce n'est plus une demande, c'est une exigence. À ce moment précis, la figure d'Ibrahim Traoré gagne en visibilité, non parce qu'il initie chaque mesure, mais parce qu'il leur donne un cadre narratif clair. Ces interventions publiques, reprises dans de nombreuses interviews d'Ibrahim Traoré, articulent une idée simple. La souveraineté économique n'est pas négociable à la marge. Elle se construit par des actes qui coûtent, politiquement et économiquement, mais qui redéfinissent le rapport de force. La montée en tension est rapide. En Europe, les industriels alertent sur les risques pour les chaînes d'approvisionnement. Les secteurs de l'automobile, de l'énergie et des technologies multiplient les scénarios d'urgence. Avant, les ajustements se faisaient sur des années. Après, ils se comptent en mois, parfois en semaines. Cette compression du temps crée un effet de panique contenue, plus stratégique que médiatique. Les répliques ne tardent pas. Des négociations discrètes s'ouvrent. Des délégations européennes cherchent à sécuriser des accords transitoires. En parallèle, des partenaires non européens, notamment asiatiques et moyen-orientaux, proposent des investissements rapides dans les infrastructures locales. Cette concurrence nouvelle modifie la dynamique. L'Afrique n'est plus face à un bloc unique, mais à plusieurs options, chacune avec ses conditions. Ce cycle, déclenchement, montée, réplique, marque un point de non-retour. Même si certaines mesures sont assouplies, la logique sous-jacente demeure. Les pays africains ont testé leur capacité à imposer un coût à leurs partenaires. Ils ont constaté que ce coût est réel, mesurable et politiquement exploitable.
Pour Ibrahim Traoré, ce moment valide une intuition ancienne. La crédibilité ne naît pas du discours, mais de la capacité à perturber un système établi. La suite dépendra d'un équilibre fragile. Maintenir la pression sans provoquer une rupture totale. Structurer le changement sans le diluer. La séquence est lancée et elle oblige désormais tous les acteurs à jouer sur un terrain redéfini. Avant 2025, le marché mondial des matières premières africaines évoluait dans une relative stabilité. Les prix fluctuaient, mais à l'intérieur de marges prévisibles. Les industriels européens pouvaient planifier leurs approvisionnements sur plusieurs années, intégrer les coûts dans leurs modèles et lisser les risques. Après les décisions africaines, ce cadre vole en éclats. Le passage du niveau de référence au nouvel équilibre est brutal et surtout chiffrable. Le cas du cobalt sert de point d'ancrage. Avant l'annonce congolaise, les prix progressaient lentement, suivant la demande liée aux batteries et à la transition énergétique. Après la suspension conditionnelle des exportations, le marché réagit en quelques jours. Les données disponibles montrent une hausse supérieure à 200%, certains indices évoquant même un triplement temporaire. Ce n'est pas seulement une flambée spéculative, c'est la traduction immédiate d'une dépendance structurelle mal anticipée. Chaque chiffre appelle une lecture. Une hausse rapide signifie que les stocks sont insuffisants et que les alternatives sont limitées. Pour les constructeurs automobiles européens, cela se traduit par une augmentation estimée à près de 30% du coût des matériaux entrant dans la fabrication des batteries. Cette variation n'est pas absorbable sans arbitrage, retarder des projets, augmenter les prix finaux ou réduire les marges. Le pétrole offre un second indicateur. Lorsque le Nigeria modifie les conditions de paiement et diversifie les devises acceptées, l'effet ne se limite pas aux contrats bilatéraux. Selon des estimations sectorielles, certaines régions européennes enregistrent une hausse des coûts énergétiques autour de 15%. Là encore, le delta est moins important que le signal. Le contrôle des modalités compte autant que le volume livré. L'or ghanéen complète ce tableau. Avant les restrictions sur l'exportation brute, le marché bénéficiait d'un flux constant. Après l'annonce, les prix progressent d'environ 18%. Ce chiffre, pris isolément, semble modéré, mais il révèle un autre mécanisme. La capacité d'un producteur à influencer un marché global sans réduire drastiquement les volumes, simplement en modifiant la forme sous laquelle la ressource circule. Un indicateur plus diffus, mais tout aussi révélateur, concerne les monnaies. Dans le sillage de ces décisions, l'euro perd près de 10%, face à des devises de plus en plus utilisées dans les échanges africains, comme le yuan ou la roupie. Cette évolution ne résulte pas uniquement de l'Afrique, mais elle est amplifiée par la remise en question des circuits traditionnels de paiement. Ces chiffres dessinent une cohérence. Pris ensemble, ils montrent que l'impact africain ne relève pas d'un symbole politique, mais d'un déplacement réel de valeurs et de risques. C'est précisément ce que souligne Ibrahim Traoré lorsqu'il insiste sur la dimension économique de la souveraineté. Le discours trouve ici sa confirmation. Perturber les chiffres, c'est contraindre les acteurs à réagir. La leçon principale n'est pas la magnitude exacte de chaque pourcentage, mais leur simultanéité. Plusieurs marchés, plusieurs secteurs, un même mouvement. La transition africaine ne se mesure pas en intention, mais en deltas observables. Et ces deltas redéfinissent les priorités stratégiques bien au-delà du continent. Les critiques du virage africain avancent deux arguments principaux, souvent formulés avec assurance dans les cercles européens et internationaux. Le premier concerne le risque de dépendance déplacée. Selon cette lecture, en se détachant de l'Europe, les pays africains ne feraient que changer de partenaire dominant, en s'exposant davantage à l'influence de puissances comme la Chine ou certains États du Golfe. La souveraineté proclamée ne serait alors qu'un mirage, masquant une nouvelle asymétrie. Le second argument pointe le danger économique interne. Conditionner les exportations, imposer des raffinages locaux ou renégocier les monnaies pourrait, selon ces observateurs, décourager l'investissement étranger, ralentir la croissance et accentuer les tensions sociales.
Dans cette perspective, le coût à court terme serait trop élevé pour des économies encore fragiles, et l'instabilité politique risquerait de s'aggraver. Ces deux critiques méritent d'être prises au sérieux. Elles reposent sur des précédents historiques et sur des contraintes réelles. Cependant, elles négligent un élément central, la différence entre dépendance subie et dépendance choisie. Diversifier ses partenaires n'élimine pas les rapports de force, mais elle modifie la capacité de négociation. Être dépendant d'un acteur unique limite les options. En avoir plusieurs, même imparfaits, ouvre un espace de manœuvre. Sur le plan économique, l'argument du choc interne confond souvent transition et effondrement. Les données disponibles montrent des perturbations, pas un arrêt. Les flux continuent, mais sous conditions nouvelles. Cette reconfiguration crée des coûts, certes, mais aussi des incitations à investir localement, à transférer des compétences et à structurer des filières industrielles internes. C'est dans cet interstice que se situe la position défendue par Ibrahim Traoré. Il ne promet pas une indépendance instantanée, ni sans douleur. Il insiste sur une trajectoire où le risque est assumé plutôt que dissimulé. Refuser toute perturbation revient à accepter une dépendance durable. Accepter une phase d'instabilité contrôlée ouvre, en revanche, la possibilité d'un équilibre différent. Le débat ne se tranche donc pas entre utopie et catastrophe. Il oppose deux calculs du risque. L'un privilégie la continuité rassurante. L'autre parie sur la capacité des États africains à transformer une contrainte en levier. La question reste ouverte, mais elle ne peut plus être évitée. À mi-parcours, une évidence s'impose. Le cœur de cette transformation n'est pas la ressource, mais la maîtrise du calendrier. Pendant des décennies, l'Afrique subissait le tempo des autres. Les contrats étaient assez longs, rigides, verrouillés. Les ajustements prenaient des années. Désormais, les décisions africaines compressent le temps. Elles transforment des équilibres supposés stables en variables négociables. Ce glissement modifie profondément la dynamique. Quand une annonce peut faire bouger un marché en quelques jours, le centre de gravité se déplace. Les partenaires extérieurs ne réagissent donc plus en stratèges à long terme, mais en gestionnaires de risques immédiats. Ce changement de posture est discret, mais déterminant. Il redonne un levier à ceux qui contrôlent l'origine du flux. C'est ici que la trajectoire d'Ibrahim Traoré prend une autre lecture. Son insistance sur la souveraineté n'est pas seulement idéologique. Elle vise à raccourcir les cycles de décision, à rendre le coût du statu quo visible et rapide. Plus le délai est court, plus le rapport de force s'équilibre. Ce point médian révèle donc une règle simple. La valeur ne vient pas seulement de ce que l'on possède, mais de la vitesse à laquelle on peut décider. En reprenant le contrôle du tempo, l'Afrique ne bouleverse pas encore tout, mais elle change les règles du jeu. Et ce changement est difficile à inverser. Les effets de ce basculement ne sont pas abstraits. Ils se traduisent différemment selon les acteurs. Et c'est en observant ces écarts que l'on mesure la portée réelle du changement. 4 groupes sont particulièrement exposés: les gouvernements, les entreprises, les populations locales et l'équilibre géopolitique régional. Pour les États africains, la première conséquence est budgétaire et politique. Conditionner les exportations réduit parfois les volumes au court terme, mais augmente le pouvoir de négociation. Les recettes deviennent moins linéaires, plus volatiles, mais aussi potentiellement plus élevées si la transformation locale se met en place. Cette stratégie exige une capacité administrative accrue. Surveiller les contrats, imposer des clauses, arbitrer entre pression extérieure et attentes internes. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'enjeu est double: maintenir la cohérence politique, tout en évitant que la souveraineté proclamée ne se heurte à des blocages institutionnels. Du côté des entreprises européennes, l'impact est immédiat et opérationnel. Les chaînes d'approvisionnement, conçues pour la stabilité, doivent intégrer l'incertitude. Les coûts augmentent, les délais s'allongent et les marges se compressent. Certaines firmes accélèrent la recherche d'alternatives. D'autres
envisage des investissements directs en Afrique pour sécuriser l'accès aux ressources. Dans les deux cas, le rapport passif aux fournisseurs disparaît. L'Afrique n'est plus un simple point d'origine, mais un partenaire qui impose ses conditions. Pour les populations locales, les effets sont plus ambivalents. À court terme, les annonces de transformation sur place suscitent des attentes. Emploi, infrastructures, formation. Dans certaines zones minières, l'espoir d'une valeur ajoutée locale change la perception du travail extractif. Mais ces promesses créent aussi une pression sociale. Si les projets tardent ou échouent, la frustration peut s'accroître. La souveraineté économique devient alors un test de crédibilité politique, pas seulement un discours. Enfin, pour l'équilibre régional et mondial, les conséquences dépassent l'Afrique-Europe. La diversification des partenaires, notamment vers l'Asie et le Moyen-Orient, redessine les flux commerciaux. Les puissances extérieures ajustent leur stratégie, conscientes que l'accès aux ressources passe désormais par des concessions industrielles et diplomatiques. Cette recomposition renforce le poids stratégique du continent dans les négociations globales, tout en l'exposant à de nouvelles rivalités. Pris ensemble, ces effets montrent que le changement n'est ni uniformément positif, ni uniformément risqué. Il redistribue les coûts et les opportunités. La question centrale n'est plus de savoir si ce mouvement aura des conséquences, mais qui saura s'y adapter le plus vite et à quel prix. À court horizon, l'évolution de cette dynamique peut suivre 3 trajectoires distinctes. Aucune n'est écrite d'avance. Elles dépendent de choix politiques, de capacités institutionnelles et de la réaction des partenaires extérieurs. Dans un scénario de base, on parle d'un rééquilibrage progressif. Dans cette hypothèse, les États africains maintiennent leurs exigences sans rupture frontale. Les exportations se poursuivent, mais sous des formats modifiés. Plus de clauses locales, plus de participation nationale, des calendriers renégociés. Les entreprises européennes s'adaptent en investissant partiellement sur place ou en acceptant des coûts plus élevés. La tension se stabilise. Les marchés intègrent ce nouveau risque africain comme une variable durable. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, ce scénario valide une stratégie de pression maîtrisée, suffisante pour déplacer le centre de gravité sans provoquer d'isolement. Dans un scénario optimiste, on parle d'une montée en autonomie structurée. Ici, la coordination africaine s'améliore. Les projets de transformation locale avancent plus vite que prévu. Les partenariats extérieurs se diversifient sans créer de dépendance unique. Les infrastructures industrielles commencent à produire de la valeur ajoutée mesurable. Les recettes fiscales augmentent, permettant d'amortir les chocs sociaux. Dans ce cadre, la souveraineté économique cesse d'être un slogan pour devenir un mécanisme fonctionnel. L'Afrique gagne du temps stratégique, et ses partenaires n'ont d'autre choix que de composer avec cette nouvelle réalité. Dans un scénario pessimiste, on parle d'une fragmentation et reflux. La troisième voie est plus fragile. Les décisions se multiplient sans coordination. Les tensions internes augmentent. Certains projets échouent et alimentant la contestation sociale. Les partenaires extérieurs exploitent ces failles pour négocier séparément, affaiblissant la position collective. La dépendance ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Le coût politique devient alors plus lourd que le bénéfice économique. Face à ces scénarios, une recommandation de lecture s'impose. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Si les États africains parviennent à synchroniser leurs décisions, alors la fenêtre ouverte en 2000 peut se transformer en trajectoire durable. Sinon, elle risque de se refermer aussi vite qu'elle s'est ouverte. Derrière les décisions macroéconomiques et les graphiques de prix, les effets se répercutent sur des groupes qui sont bien précis. Ce sont eux qui transforment une stratégie abstraite en expérience vécue. 3 catégories sont particulièrement concernées: les travailleurs, les entrepreneurs locaux et les consommateurs. Pour les travailleurs des secteurs extractifs, la promesse centrale est celle d'un changement de statut. Passer de l'extraction brute à la transformation locale signifie, en théorie, plus d'emplois qualifiés, des compétences transférables et une meilleure stabilité.
Dans certaines régions minières, cette perspective modifie déjà les attentes. Les discussions ne portent plus seulement sur les salaires, mais sur la formation, la sécurité et la durée des projets. Toutefois, cette transition demande du temps. Si les investissements tardent, l'écart entre promesses et réalité peut devenir une source de tension sociale. Les entrepreneurs africains se trouvent à un carrefour. L'ouverture de nouvelles chaînes de valeur crée des opportunités inédites. Sous-traitance, logistique, maintenance, services. Mais elle impose aussi des exigences élevées en capital, en gouvernance et en fiabilité. Ceux qui parviennent à s'insérer dans ces filières peuvent accélérer leur croissance. Les autres risquent d'être marginalisés si les projets restent concentrés entre acteurs internationaux et élites locales. Du côté des consommateurs, en Afrique comme en Europe, les effets sont plus diffus. La hausse des coûts de production se traduit parfois par des prix plus élevés, notamment dans l'énergie et les technologies. Cette inflation sectorielle rappelle que les choix géopolitiques ont un impact quotidien, même lointain. Elle rend visible des liens longtemps invisibles entre une mine, une usine et un produit final. Ce niveau d'analyse est essentiel, car il conditionne l'acceptabilité du changement. Si les bénéfices restent abstraits, la contestation grandira. Si des gains concrets apparaissent, même progressivement, la transition pourra s'ancrer. La souveraineté économique ne se juge pas seulement à l'échelle des États, mais dans la vie réelle des populations. À ce stade, la question n'est plus de savoir pourquoi agir, mais comment rendre cette stratégie tenable dans le temps. Une feuille de route pragmatique s'impose, articulée autour de quelques étapes claires, mesurables et séquencées. D'abord, clarifier les priorités sectorielles. Tous les minerais, toutes les filières ne peuvent pas être transformés simultanément. Les États doivent identifier 2 ou 3 ressources clés, là où l'effet de levier est le plus fort et les compétences mobilisables plus rapidement. Cette focalisation réduit le risque de dispersion et permet des victoires visibles à court terme. Ensuite, sécuriser les cadres contractuels. Les clauses de transformation locale, de participation nationale ou de transfert de compétences doivent être précises, vérifiables et assorties de mécanismes de suivi. Sans indicateurs clairs, la souveraineté reste déclarative. Avec des jalons, elle devient exécutable. Puis, investir dans les capacités humaines et institutionnelles. Raffineries et usines ne fonctionnent pas sans ingénieurs, techniciens et administrations capables de réguler. La formation devient ici un actif stratégique, au même titre que l'infrastructure physique. Après cela, diversifier sans se disperser. Multiplier les partenaires réduit la dépendance, mais exige une coordination renforcée. L'objectif n'est pas d'opposer l'Europe à d'autres puissances, mais de négocier depuis une position plus équilibrée. C'est sur ce point qu'Ibrahim Traoré insiste régulièrement. La souveraineté n'est pas l'isolement, mais la capacité de choisir. Enfin, une 5e étape traverse toutes les autres, et elle consiste à mesurer et communiquer. Rendre publics les progrès, les retards et les arbitrages renforcent la crédibilité interne et externe. Sans cette transparence minimale, la défiance s'installe. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, mais elle les rend gérables. Elle transforme un moment politique en trajectoire stratégique. Reste à savoir si les États sauront la suivre sans perdre l'élan initial. Au fil de cette séquence, un motif revient sans cesse, discret mais constant, la mine comme seuil. Non pas seulement un lieu d'extraction, mais une frontière symbolique entre dépendance et décision. C'est cette image qu'Ibrahim Traoré a imposée dans le débat public, et c'est elle qui permet de relire l'ensemble des événements récents avec cohérence. Ce qui se joue ici dépasse un homme ou un pays. Le Burkina Faso n'est pas seul, et Ibrahim Traoré n'est pas le seul à porter cette rupture. Mais il incarne une parole qui a cessé d'être défensive, une parole qui n'explique plus,
Pourquoi l'Afrique mérite mieux, mais qui agit comme si cette évidence était déjà acquise. Ce déplacement psychologique est peut-être le changement le plus profond. Pendant longtemps, les relations économiques se sont construites sur l'idée d'une fatalité. Certaines régions produisent, d'autres décident. En remettant en cause cette logique, même partiellement, l'Afrique introduit une dissonance durable. Elle oblige ses partenaires à justifier leurs attentes, à renégocier leurs certitudes. La force de ce moment tient à sa fragilité. Rien n'est garanti. Les revers sont possibles. Mais une chose est acquise. Le seuil a été franchi. Revenir en arrière ne serait plus un simple ajustement technique, mais un renoncement explicite. Et c'est là que le message de Traoré prend tout son sens, réduit à une phrase qui s'impose comme un clou final. La souveraineté commence là où l'on choisit de ne plus subir. À ce point du parcours, une certitude s'impose. Ce qui se déroule en Afrique n'est pas un épisode isolé, mais un test grandeur nature pour l'ordre économique mondial. Les décisions prises aujourd'hui autour des ressources, des contrats et des monnaies annoncent des ajustements plus larges, qui toucheront bien au-delà du continent. Elles interrogent la manière dont le monde accepte ou refuse de partager le pouvoir de décision. Pour les observateurs, les entreprises, les citoyens, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Comprendre comment une mine, un port ou une clause contractuelle peuvent influencer des prix, des emplois et des équilibres géopolitiques. Comprendre aussi que la souveraineté économique n'est pas un slogan figé, mais un processus, fait de choix imparfaits et de compromis visibles. La discussion reste ouverte. Elle mérite mieux que des réactions instinctives ou des jugements rapides. Elle appelle un regard attentif, critique, informé. Si cette analyse vous a apporté des clés, alors la suite dépend aussi de vous. Partager, débattre, confronter les points de vue. Une dernière question demeure simple et décisive. Lorsque les règles changent, préfère-t-on les subir ou participer à leur redéfinition ?